Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau point presse. Au programme de cette semaine, nous commencerons avec un point sur les actualités du ministère des Armées. Nous poursuivrons ensuite avec le focus thématique qui sera consacré à l'innovation au sein de l'OTAN. L'amiral Pierre Vendier, commandant suprême allié pour la transformation de l'OTAN, présentera la Task Force X, une initiative clé de déploiement rapide de l'Alliance à laquelle la France participe. Puis le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées, fera un point sur les opérations militaires françaises. Enfin, le général de brigade aérienne Alexis Rougier, officier général très haute altitude de l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, et l'ingénieur général de l'armement de deuxième classe Philippe Coffy, architecte du système de défense combat connecté de la DGA, présenteront les enjeux opérationnels et capacitaires de la très haute altitude. Ils reviendront sur la campagne de tir d'essai de missiles Mika ciblant les ballons stratosphériques opérant dans cet espace, réalisé en début de semaine, soit seulement quelques jours après la présentation de la stratégie sur la très haute altitude par le ministre des Armées. Je débute avec les actualités du ministre des Armées, Sébastien Lecornu. La semaine dernière, le ministre s'est rendu au Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Cet événement a été l'occasion de concrétiser des projets industriels d'envergure, notamment à travers la conclusion d'accords avec l'Albanie, le Brésil, la Bulgarie, l'Espagne, l'Inde ou encore la Suède. Ces accords renforcent des partenariats stratégiques existants tout en ouvrant la voie à de nouvelles perspectives de coopération. Parmi elles, l'acquisition de capacités au profit d'industriels français, le développement de programmes industriels conjoints ou encore des projets d'achat mutualisés, notamment avec nos partenaires européens. Le ministre a ensuite signé la charte actant la création du pacte espace. C'est une initiative destinée à rapprocher les acteurs industriels et les forces armées en définissant une feuille de route commune pour les années à venir. Il a enfin présenté la stratégie ministérielle sur la très haute altitude, une étape structurante sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard lors de ce point presse. Lundi et mardi, le ministre des Armées a accompagné le président de la République lors de son déplacement en Norvège. Cette visite a été l'occasion de signer un partenariat stratégique franco-norvégien. Cette signature acte la volonté de la France et de la Norvège de renforcer leur coopération, qui est déjà dense en matière de sécurité et de défense, aussi bien sur le plan capacitaire qu'opérationnel. Le ministre a ensuite accompagné le président de la République au sommet de l'OTAN à La Haye. Je passe maintenant à l'agenda de la ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants, Patricia Miralles. Cette semaine, plusieurs temps forts ont marqué l'action du ministère des Armées en faveur de la mémoire et des anciens combattants. La ministre déléguée se rend aujourd'hui à Toulon pour participer au 91e congrès de la Fédération nationale André Maginot, un rendez-vous annuel important du monde combattant. À cette occasion, la ministre signera une convention de partenariat entre l'Office national des combattants et des victimes de guerre et la Fédération. Elle présidera enfin la cérémonie du ravivage de la flamme au monument aux morts à Toulon. La ministre déléguée se rendra ensuite en Guadeloupe les 27 et 28 juin, puis en Martinique les 28 et 29 juin dans le cadre du cycle national de commémoration des 80 ans de la libération et de la victoire. Elle rencontrera lors de ce déplacement les représentants du monde combattant. Le 27 juin à Trois-Rivières, elle inaugurera le monument dédié à la dissidence antillaise. Elle rendra ainsi hommage aux milliers d'Antillais, notamment guadeloupéens, qui ont quitté leur terre faisant acte de résistance aux autorités de Vichy et qui ont participé à la libération complète du territoire national. Le 28 juin, la ministre remettra les prix du concours national de la résistance et de la déportation. Et Patricia Miralles rejoindra ensuite la Martinique, où elle s'entretiendra avec le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. La journée se conclura par un échange avec les engagés du régiment du service militaire adapté de Martinique. Ces déplacements permettront de mettre en lumière la contribution essentielle de la dissidence antillaise à la libération. Ils rendront hommage à l'engagement des Guadeloupéens dans la résistance et la libération, ainsi qu'aux Martiniquais et soldats ayant rejoint la France libre pour défendre les valeurs républicaines face au régime de Vichy. Je passe maintenant aux actualités du ministère. Toujours dans cette dynamique de reconnaissance et de solidarité, depuis le 20 juin, une nouvelle série de vidéos intitulée
une voix, une histoire, un accompagnement est disponible sur les réseaux sociaux du SGA. Elle donne la parole à celles et ceux qui sont accompagnés par l'ONAC-VG, c'est-à-dire les pupilles de la nation, les blessés, les veuves, les harkis, les anciens combattants et les militaires d'active. Le premier épisode met en lumière le témoignage de Gaël, victime d'un acte terroriste. Je poursuis avec les activités opérationnelles et capacitaires. Du côté de l'armée de terre, du 1er au 3 juillet, le 2e régiment d'infanterie de marine organise un exercice de manœuvre en terrain libre près du Mans, baptisé Marc Bloch. Cet exercice a pour objectif d'entraîner les forces d'active et de réserve au combat de haute intensité et de renforcer leur interopérabilité. L'armée de terre vous donne également rendez-vous le 3 juillet à Libourne dans le cadre de l'inauguration du 4e régiment d'instruction et d'intervention de la sécurité civile. À la suite des feux de forêt qui avaient frappé la région Nouvelle-Aquitaine à l'été 2022, le président de la République avait annoncé la création de ce 4e régiment. Il compte actuellement 200 sapeurs-sauveteurs et atteindra sa pleine capacité d'ici 2027 avec 580 sapeurs-sauveteurs. Ce régiment interviendra en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi dans toute la France et à l'étranger pour faire face aux risques majeurs de toute nature et protéger les populations. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher du CIRPATER. Du côté de la Marine nationale, le 17 juin, la frégate de surveillance Floréal a mis en œuvre une munition téléopérée développée par l'entreprise française Fly Air. Durant l'expérimentation, le drone a été catapulté puis piloté à distance par l'équipage avant de réaliser une série de manœuvres autour d'une cible évolutive fictive. Cette activité s'inscrit dans la lignée des autres expérimentations des munitions téléopérées conduites tout au long de l'année 2025. Ces moyens de défense et d'attaque sont de plus en plus employés dans de nombreuses zones de conflit. Et c'est pourquoi la Marine nationale investit dans le développement et la qualification de ce type de système afin de renforcer ses capacités opérationnelles et de faire face aux menaces technologiques émergentes en milieu maritime. Pour en savoir plus, le CIRPA Marine est à votre disposition. Du côté de l'armée de l'air et de l'espace, après plus de 60 ans de service dans l'armée de l'air et de l'espace et les forces aériennes stratégiques, les 3 derniers avions ravitailleurs KC-135 seront retirés du service actif le 30 juin. À cette occasion, une cérémonie pour rendre hommage à cet appareil et ses aviateurs sera organisée sur la base aérienne 125 d'Istres. Les appareils KC-135 sont remplacés par les A330 MRTT Phoenix, une nouvelle génération de ravitailleurs multi-rôles. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que la Direction générale de l'armement a procédé à la livraison du 13e avion A330 MRTT Phoenix le 19 juin dernier. À la différence des 12 premiers appareils déjà en service, ce 13e avion a d'abord été utilisé comme avion de transport stratégique avant de faire l'objet de modifications en avion ravitailleur. 2 autres appareils doivent également être transformés et livrés dans le cadre de la loi de programmation militaire 2024-2030. Les 330 MRTT Phoenix font actuellement l'objet d'un passage au standard 2 par incrément. Ce nouveau standard prévoit notamment de doter l'ensemble de la flotte d'antennes de communication satellitaire Melissa connectées au satellite Syracuse 4. La flotte disposera ainsi d'une capacité de communication haut débit, souveraine et sécurisée, ainsi que des moyens accrus de transmission dans le cadre de la mise en œuvre de la composante aérienne de la dissuasion. Le premier incrément du standard 2 intègre aussi une capacité d'autoprotection renforcée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'armée de l'air et de l'espace ou de la DGA. Alors qu'un chapitre se clôt pour l'armée de l'air et de l'espace à Istres, un nouveau s'ouvre à Toulouse avec la création de la toute première base aérienne dédiée aux opérations spatiales. Pour célébrer cette création, un événement grand public est organisé place du Capitole de la Ville Rose le 2 juillet. De nombreux stands permettront de découvrir les métiers, les missions et les technologies du spatial militaire. Le public pourra également échanger avec des industriels de la défense, des centres de formation, des institutionnels ou encore des associations engagées. Située à Toulouse, au cœur de l'écosystème européen de l'aéronautique et du spatial, la base aérienne 101 concentrera un pôle d'excellence et d'innovation dans le domaine spatial militaire en accueillant le commandement de l'espace
à l'automne prochain. La création de cette base témoigne de l'ambition de la France dans le domaine spatial et marque la concrétisation de la stratégie spatiale de défense. Elle constitue également une étape clé dans la montée en puissance du CDE. Retour à Paris avec les répétitions générales pour le défilé aérien du 14 juillet qui s'achèveront prochainement. C'est donc la dernière répétition aura lieu le 9 juillet sur les Champs-Élysées. Pour les médias qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous rapprocher rapidement du CIRPA Air et Espace. Enfin, pour conclure ces actualités, je vous propose un nouvel épisode du DevCast qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Ce podcast est consacré au témoignage du lieutenant-colonel Alexandre, commandant du centre de formation à l'appui aérien. Il raconte l'un des moments les plus périlleux de sa carrière, à savoir son éjection alors qu'il était pilote de chasse en opération en Afghanistan. Ce témoignage est particulièrement saisissant et je vous encourage à l'écouter. Ceci conclut la présentation des actualités. Avant de passer au focus thématique, avez-vous éventuellement des questions sur ces actualités? Je vous en prie. Petite question sur les questions des les deux dernières MRTT. Est-ce que vous avez le calendrier et sur la base aérienne 101 à Toulouse qui sera créée, est-ce qu'il est déjà en opération aujourd'hui? Parce que c'est depuis un moment qu'il est en préparation. Merci. Alors sur les livraisons MRTT, qui prend... Sur les dates exactes du MRTT, des deux MRTT, je reviendrai vers vous. Je n'ai pas les dates en tête, mais je vous les enverrai. Et surtout, effectivement, on travaille déjà sur place, mais l'inauguration exacte du premier bâtiment, ça sera à l'automne. Voilà. On reviendra vers vous avec un calendrier plus précis. Pierre Julien, indépendant. Juste, l'ABA 101, c'est Lionel de Marmier, c'est ça? On reviendra vers vous, Monsieur Julien. L'augmentation de l'effort de défense des alliés européens a été un des points clés du sommet de l'OTAN qui s'est achevé hier. Cet effort collectif doit pouvoir se traduire par une alliance plus forte, plus efficace. Et c'est dans ce cadre que l'innovation dans la transformation de l'OTAN devient essentielle. Levier stratégique majeur, elle est en effet indispensable pour anticiper, dissuader et, le cas échéant, neutraliser les menaces. À l'OTAN, le commandement allié de transformation, l'un des deux commandements stratégiques, s'appuie sur l'innovation pour exploiter les idées, les procédures et les technologies afin d'améliorer la préparation au combat de l'OTAN. Cette culture de l'innovation permet de repenser et d'adapter la concentration de l'emploi des capacités militaires avec un souci constant d'interopérabilité. L'OTAN, à travers des initiatives telles que la Task Force X, investit dans des technologies de rupture et des modes opératoires agiles afin de répondre à l'évolution des conflits, notamment dans la dimension maritime. Cela est particulièrement essentiel en mer Baltique, au regard des récents actes de sabotage sur les câbles sous-marins et les gazoducs. Et ces attaques soulignent la nécessité de renforcer les capacités de détection, d'attribution et de réponse rapide face à ces actions hostiles, d'où la mise en place de cette task force. Mais je n'en dis pas plus et laisse maintenant la parole à l'amiral Pierre Vendier, commandant suprême allié pour la transformation de l'OTAN, que je remercie pour sa présence à nos côtés. Amiral, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je rappelle, donc, je suis bien un officier général en poste dans l'OTAN. Donc même si j'ai un uniforme français, je suis très fier d'être français. Donc c'est l'un des deux commandements suprêmes, donc qui est à Shape, à Mons, le commandement des opérations, et le commandement de la transformation à Norfolk, c'est moi. Alors je reviens du sommet de La Haye, vous l'avez évoqué brièvement. Il y a eu 4 paragraphes très courts et un était pour nous. Donc c'était la vraiment bonne nouvelle. Donc vous avez vu le paragraphe traditionnel sur l'article 5, un paragraphe sur la dépense, les 5%, un autre qui a précisé en fait ce qui avait attrait dans ces 5%, les 3,5% qui sont consacrés à l'effort de défense, 1,5% pour la résilience globale de la société, ce que nous appelons les MDO, les Multi-Domain Operations, sur l'OTAN, un gros travail actuel de concept et de système, et puis un paragraphe sur l'industrie et l'innovation. Donc c'est vraiment un des points majeurs. Pendant toute l'année, ACT a été responsable en fait de l'atterrissage de la loi de programmation militaire de l'OTAN. Donc pendant toute l'année, on a traduit les plans de SACEUR en capacité. Et donc ça, c'était le travail d'ACT. On a des grilles assez compliquées, c'était tout un travail. Et ensuite, on a été négocié avec les 32 pays quelles étaient leurs contributions capacitaires dans le cycle du NDPP.
Voilà, et donc ça a été accepté par les 32 pays lors de la conférence ministérielle de Bruxelles le 5 juin dernier. Et donc, c'était un des préalables importants pour le sommet, pour que les 5% puissent avoir du corps. Donc, ce n'est pas uniquement un chiffre, c'est derrière tout un programme capacitaire qui a été lancé, pour lequel les alliés se sont mis d'accord. Alors, pour revenir à l'innovation, on voit aujourd'hui, et je pense que vous le constatez sur tous les théâtres d'opération, une forme d'accélération technologique dans tous les domaines, et qui fait que cette prolifération, aujourd'hui, il faut vraiment la prendre en compte parce qu'elle change la donne. Elle permet d'avoir ce qu'on appelle de la masse, l'affordable mass. On peut avoir de la masse à pas cher. On voit que le spectre tactique est en train de s'ouvrir et que dans l'emploi de notre argent, en fait, on a des effets de levier entre des choses qui sont vraiment pas chères, qu'on peut avoir tout de suite, et puis des programmes plus longs, plus complexes, où il faut mettre beaucoup de science, beaucoup d'énergie, beaucoup d'industrie et de savoir-faire. Et aujourd'hui, il faut organiser la cohabitation entre ces deux domaines. Et on voit que même aux États-Unis, c'est une cohabitation qui est assez énergique, assez même violente, entre donc, le monde de ce qu'on appelle les primes, les grosses entreprises de défense qui savent faire des choses compliquées, et puis des nouveaux innovateurs qui, eux, arrivent avec des choses qui ont été inventées par des jeunes comme vous, et qui ne sont pas très très loin d'avoir de la réalisation opérationnelle. Donc dans cet esprit, ACT, cette année, on a lancé un certain nombre de projets. Je vais vous en citer 3, dont un est la Task Force X. Pour revenir sur l'espace, on a loué récemment, il y a 3 semaines, un service spatial de reconnaissance par IA. Donc c'est une constellation de 200 satellites, une boîte commerciale US, qui fait en fait de la surveillance de Montmorency à la mer Noire, 6 passes par jour au-dessus du théâtre, 18 millions de kilomètres carrés, et qui à chaque passe va vous dire, tiens, là il y a quelque chose de nouveau. Il y a une tranchée, il y a un caterpillar qui fait des trous, on a construit un bâtiment, il y a une nouvelle gare de triage à la gare de tel endroit, etc. etc. Voilà. Et donc ça permet ensuite de focaliser le renseignement plus pointu, qu'il soit électromagnétique, humain ou des satellites à haute résolution, pour pouvoir aller, cette fois, élaborer sur vraiment qu'est-ce qui se passe. Le deuxième sujet, c'est celui du jour, c'est la Task Force X. Donc la Task Force X, en fait, elle est née cet hiver. On était en permission à l'OTAN pendant les permissions de Noël. Vous savez qu'il y a un câble qui a été coupé en Baltique. Et donc, j'ai réveillé mon système pendant les permissions. On a fait un beau papier pour le secrétaire général en disant de mettre un addendum dans la déclaration d'Helsinki. Il y a eu un sommet Helsinki le 14 janvier, en disant on va non seulement faire une activité de vigilance renforcée, ce qu'on appelle EVA, donc Baltic Sentry, qui est avec des bateaux, des avions, des corvettes, etc., des gardes-côtes, donc quelque chose d'assez classique. Et on va y ajouter un complément de robotique qu'on va développer. En 30 jours, ACT a loué les 2 premiers bateaux. Donc c'était une société américaine de Norfolk. On les a fait mettre en Baltique et on a vérifié qu'on était capable de faire les choses. Donc on était capable de faire un contrat, que les données étaient exploitables et que ça apportait une contribution opérationnelle. Et donc avec ce petit projet fait en 30 jours, on a pu lancer la machine d'ACT, donc les 1000 personnes qui sont dans ce commandement, pour pouvoir faire un appel d'offres majeur. On a eu plus de 70 entreprises qui sont venues sur l'appel d'offres. On a fait une sélection et on en a contracté une dizaine. Le but était de faire une expérimentation à échelle majeure pour démontrer qu'en fait, on pouvait faire des essaims de drones de surface. Et donc, on a fait un contrat d'à peu près 10 millions d'euros pour pouvoir faire naviguer pendant 1 mois en Baltique à peu près une quarantaine d'objets. Donc, on a 40 objets de surface et une trentaine d'objets complémentaires, des objets sous-marins ou des objets aériens. Par exemple, on a une expérience de drone qui est capable de mettre en œuvre un drone aérien, donc un drone de surface, qui emporte un petit drone qui sert en fait un peu de tourelle optique et qui peut du coup regarder un peu plus loin. Alors, on a fait ça avec une vitesse phénoménale, c'est-à-dire qu'on a fait l'appel d'offres a duré 3 semaines, le dépouillement 1 semaine, et après ça, on était prêt pour le contrat. Et donc, au sommet de La Haye, on a présenté ça. Donc, on avait 3 sites où on a opéré les drones. Donc, un site au Danemark, un site à Gotland, avec le centre de recherche maritime de l'OTAN, qui est à La Spezia, et puis à Opiniem, en Finlande. Et donc, on avait à peu près 2 grosses flottes, une au détroit du Danemark et un autre dans le golfe de Finlande. Et donc, on a pu réaliser jour après jour des expérimentations au profit de Marcom, le commandement maritime de l'OTAN, en vérifiant que les flux de données étaient agrégeables, qu'ensuite on pouvait mettre de l'intelligence artificielle, qu'on pouvait utiliser ça de manière opérationnelle. On a pu avoir des résultats très intéressants. On a pu, par exemple, photographier un navire de la Ghost Fleet. Donc voilà, là vous avez une carte maritime. Et donc sur cette carte, vous voyez les petits ronds bleus. On était contraint quand même par une zone d'exercice. Donc on a mis des bateaux dans cette zone. Et donc tous les ronds bleus sont des drones.
et les points verts sont des détections, et les points jaunes également. Et donc on peut compiler les différentes sources d'informations avec ce qui est réellement observé. Et donc on a pu faire un certain nombre d'activités. Par exemple, si la photo arrive à l'écran, on a c'était avant-hier, voilà, là vous avez un navire russe. Alors la photo est peut-être un peu trop grande, si tu la diminuer, qui est en train de suivre un navire de la Ghost Fleet. Vous savez, les pétroliers qui sont en train de trafiquer le pétrole. Là, si on compacte un peu la photo, non, tu peux pas. Il y a un gros pétrolier qui est juste derrière, et donc on avait notre drone qui suivait tout ça toute la journée. Les Russes ont essayé de brouiller, etc. Donc on est rentré dans une plantation qui avait une dimension opérationnelle. Du côté France, donc on a eu un certain nombre de nations qui sont venues, qui sont associées à mon projet, donc qui ont, en plus des 40 et des 10 compagnies, sont venues. Et donc la France a été très réactive. Elle est venue avec 5 compagnies, 6 systèmes, et un navire de la Marine nationale, le Rhône. Et grâce à l'action conjointe du cabinet du ministre et de la DGA et de la Marine nationale, on a pu avoir donc une contribution nationale qui était la première contribution juste derrière les Américains. Donc en termes de drones, on peut dire que l'exploitation a démontré la maturité du tissu industriel français et du savoir-faire opérationnel de la Marine nationale. Alors la suite, c'est quoi? La suite, en fait, ce que ACT veut faire, c'est de permettre aux nations de rentrer dans les marchés nouveaux en ayant déblayé les choses. Parce qu'en fait, des innovations, il y en a toute la journée. Il faut les passer au crible du terrain, au crible des essais réels. Alors les nations peuvent le faire elles-mêmes, ce que vous avez vu sur une frégate de surveillance, chaque pays fait ça. Mais nous, ce que nous proposons, en fait, c'est de le faire à l'échelle de l'OTAN dans une logique d'interopérabilité. Ce qui était intéressant sur la Task Force X, c'est qu'on a forcé l'ensemble des contributeurs à obéir à un STANAG, donc à un système de normes OTAN, et on a démontré que ça marchait. C'est-à-dire qu'une fois que chaque chaque compagnie avait rempli les critères de données, on a été capable de présenter donc au salon. Donc ça marche encore aujourd'hui, ça ? Voilà, ça c'est du temps réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un drone qui est en mer, et donc cette vidéo, elle vient de la Baltique. On l'a présentée au sommet de la Haye. Si on vous donne le login password du compte Internet, vous pouvez l'avoir sur votre propre PC. Ce n'est pas des images classifiées, parce que n'importe qui peut voir ça. En revanche, c'est le traitement d'après qui, lui, va l'être. Voilà. Et donc on avait une quarantaine de vidéos disponibles où, en fonction de la situation tactique, Marcom peut dire « Ok, je veux voir tel bateau, je veux pister tel bateau », et donc on avance. Voilà, donc cette expérimentation se termine à la fin de la semaine. On va en remener une autre sur la dimension offensive avec l'exercice REPMUS Dynamic Messenger en septembre. Et donc l'objectif après, c'est de discuter avec les nations en leur présentant un rapport sur à peu près la quarantaine d'essais que nous avons pu faire, et donc de proposer aux nations ensuite d'acheter des moyens, parce que l'OTAN n'a pas d'armée, ce sont les armées des nations, et donc notamment en ce qui concerne la mer Baltique, les Norvégiens, les Suédois, les Finlandais, les 3 pays baltes, la Pologne, l'Allemagne, on est en train de discuter avec eux pour pouvoir accélérer la mise en place d'une flotte commune de drones dont on sait qu'elle produira une picture, une vision de la situation qui est commune et qui bénéficiera à tous. Si chaque bateau des 8 pays de la Baltique achète, donc si chaque pays, 10 pays achètent 10 bateaux, on a 80 navires, 80 drones qui vont opérer quasiment H24, avec des effets de coût sur le maintien en condition navale qui sont énormes. Pour vous donner, si vous voulez, le prix d'une frégate, c'est à peu près 300 à 400 000 euros par jour. Il y avait 5 ou 6 bateaux, plus des avions de patrouille maritime. Donc c'est des opérations qui coûtent à peu près 4 à 5 millions d'euros par jour. Moi, j'ai loué 40 bateaux pour 10 millions d'euros. Donc, vous voyez à peu près les effets d'échelle. Donc, le drone ne remplacera pas le bateau, ça c'est clair. On n'interviendra pas, on ne prendra pas d'assaut à un pétrolier avec des drones, c'est certain. En revanche, on va démultiplier les effets, c'est-à-dire qu'avec le même nombre de bateaux, on va juste regarder beaucoup plus de choses, on sera beaucoup plus vigilant. On pourra également les militariser. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans la mer Noire, ces bateaux ont la technologie pour être militarisés. Et donc, on est en train d'ouvrir le portefeuille de solutions pour les opérationnels. Dernier point sur l'innovation, avant de vous laisser les questions. On vient de réaliser 2 expérimentations au profit de l'Ukraine avec le JATEC. Donc, le JATEC, c'est le centre d'expertise et de retour d'expérience pour l'Ukraine, qui est à Bydgoszcz, en Pologne. Et donc, on a réalisé 2 opérations sur le même principe. Les Ukrainiens sont venus nous dire qu'ils souffraient énormément des bombes planantes des Russes. Et donc, on a fait un Innovation Challenge. On a appelé les entreprises qui étaient FANA. On a eu 70 entreprises qui sont venues. On les a triées parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore très matures. On en a sélectionné 20. On a fait un board pendant une semaine. On a fini par en sélectionner 3. Et les 3, on les a emmenés aux essais. Et donc la France, la DGA, a été particulièrement véloce puisqu'elle nous a permis d'avoir un créneau sur le chantier de Biscarrosse, de tester la solution qui marche. Et donc l'entreprise, en 2 mois, est passée de l'idée
au contrat, puisqu'elle part en Ukraine pour avoir un contrat avec l'armée ukrainienne. Voilà, donc on est dans de la capacité, à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de l'Alliance, des 32, à aller tirer toutes les bonnes solutions, à mettre les industriels en compétition, et ensuite à emmener les meilleurs vers le succès opérationnel. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Amiral. On va prendre quelques questions. Alors, ce que je propose, je pense, c'est qu'on va prendre plusieurs questions et vous allez répondre ensuite à ces questions. Donc, allez-y, je vous en prie. Bonjour, Amiral, Mathieu Rabéchaud, AFP. Deux questions. La première à propos de cette potentielle future flotte de drones. Est-ce qu'il est envisagé ou est-ce que c'est totalement exclu que ce soit une flotte commune achetée au nom de l'OTAN, comme ça a été le cas déjà pour des matériels dans le passé? Et une question plus générale sur l'effort de défense et les objectifs capacitaires qui ont été adoptés début juin. Est-ce que la cible des 3,5% qui a été adoptée à La Haye permet de couvrir les objectifs de besoin qui ont été adoptés? On va prendre une... Bonjour, Amiral Rudy Ruitenberg pour Defense News. Deux questions, si vous me permettez. Une sur la solution pour les bombes planeurs, gros problème pour l'Ukraine. Est-ce que vous pouvez dire un peu plus sur la solution, sur les sociétés? J'imagine que ça sera peut-être un peu sensible, mais bon, j'essaie quand même. Et deuxième question, ça revient aussi sur les capacités, parce que vous avez mentionné, je crois, en mars, qu'il y avait un besoin avec la nouvelle programmation d'une augmentation de capacité de 30% au-dessus les demandes existantes. Est-ce qu'avec les 3,5, on va rester sur les 30% ou est-ce qu'on va ajouter encore un peu? Merci beaucoup. Alors, sur la flotte commune, ce n'est pas dans les papiers, parce qu'en fait, les 32, il y a quelques outils communs. On a une flotte d'AWACS, on a par exemple le drone MQ4. Aujourd'hui, il y a quand même une réticence assez forte des alliés à avoir des instruments communs. Et dans le domaine naval, je pense que c'est compliqué, dans le sens où il faut immatriculer les bateaux, et donc c'est immatriculé sur des pays. Aujourd'hui, la solution qui est plutôt retenue, c'est parce qu'on a démontré, on démontre que le STANAG fonctionne, et donc on laisse les industriels et les pays s'arranger entre eux. Voilà, donc ce qu'on a, c'est aujourd'hui l'OTAN, partie opérationnelle, qui sait que ça coûte très cher aux nations de maintenir Baltic Sentry, et qui du coup, le général Cavoli est venu sur le stand hier au sommet, il a bien compris le bénéfice que ça pouvait avoir, et donc pour des sommes tout à fait modestes, de quelques dizaines de millions d'euros par an et par pays, on était capable en fait d'avoir un complément très très intéressant de VA. Voilà, aujourd'hui c'est aux nations de faire. Il y a des capacités communes, des capacités de commandement. On peut imaginer des capacités de location de services spatiaux, par exemple, communes. Mais donc aujourd'hui, il y a bien une répartition entre les financements communs, qui sont de l'ordre de 1 milliard, 1,2 milliard par an, et puis les capacités des nations. Sur la cible des 3,5%, aujourd'hui, donc le travail qui a été fait, c'est donc on est parti des plans et on en a décrit ce qu'on appelle les MCR, les Minimal Critical Requirements. Donc pour faire la guerre de SACEUR, aujourd'hui on sait ce qu'il faut faire et les 3,5 permettent d'y arriver. Après, c'est une question de temps. Vous savez qu'après, tout est l'affaire de la question des bornes temporelles. Sur la solution drone, je ne vais pas y revenir pour des raisons de confidentialité évidentes et je vais vous expliquer pourquoi en fait. C'est que nos contacts avec l'Ukraine, et on avait aussi beaucoup discuté avec les Américains de la Task Force 66 en mer Noire, nous disent en fait tout ce monde du drone, il est extrêmement vivant et donc tant que la guerre dure, la durée de vie d'une solution se compte en mois. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller vite. Parce que si vous mettez 1 an à avoir une solution, elle est by design, elle est quasiment obsolète. Donc il faut être dans le match où, de manière quasiment continue, on est capable d'apporter des solutions parce que les Russes inventent des parades. Je vais vous en prendre une pour vous expliquer le débat. Les Ukrainiens ont entraîné leurs pilotes de drones FPV à intercepter les drones Orlan en tapant dedans. Les Russes ont mis une caméra arrière sur les drones Orlan avec un logiciel, c'est-à-dire que quand ils voient qu'un truc leur arrive derrière, ils commencent à faire des zigzags et ça, c'est au-delà des capacités des dronistes FPV. Voilà, donc on voit que ça s'adapte en permanence. Et donc nous, ce que nous avons voulu faire, c'est faire bénéficier en fait une masse de créateurs beaucoup plus importante à l'accès au marché, à l'accès à la solution et au champ de tir, parce qu'aujourd'hui, quand vous appelez une petite start-up, c'est très compliqué de pouvoir dire je vais tester ma solution en vrai. Voilà, et donc on l'a fait en France, on essaiera de le faire dans d'autres pays. Sur les capacités plus 30%, là aussi, c'est donc, si vous voulez, qu'est-ce que sera la guerre dans 3 ans ?
Je pense qu'on va continuer à avoir des surprises. Vous avez vu l'intensité des échanges entre l'Iran et Israël. Vous avez vu la guerre très rapide et fugace qu'il y a eu entre le Pakistan et l'Inde. On est dans un système qui est totalement évolutif, avec une technologie qui est disponible sur les étagères, avec des gens qui ont aujourd'hui accès sur leur PC. Vous avez 25 ans, vous êtes ingénieur, vous avez des logiciels de modeling aéronautique, vous pouvez programmer avec de l'intelligence artificielle, etc. Donc c'est extrêmement évolutif. Et donc il faut que le système militaire ne soit pas uniquement axé sur les gros engins, qui, eux, mettent 15 ans à arriver sur le terrain, mais soit également capable de donner des couches d'adaptation à ceux qui existent et d'être présent pour ouvrir le panel tactique. Voilà. Et donc ça, c'est tout le programme qu'on a lancé Audacious Training, donc l'entraînement par l'audace, de manière à ce qu'on sollicite l'appareil d'entraînement justement avec ce genre de produit, en disant ok, qu'est-ce qu'on pourrait avoir à faire face comme menace. Donc typiquement, vous avez vu Spiderweb et des choses comme ça. Il faut qu'on réfléchisse à la vitesse de la menace. Pierre-Julien, nouveau amiral, rebonjour. Une question, alors on va dire naïve, et puis une autre question un peu moins peut-être. A-t-on formellement identifié l'auteur de l'attaque sur du câble sectionné, et y a-t-il eu d'autres agressions? Et puis la seconde question, c'est, on voit toute l'utilité du drone aérien, quid des drones sous-marins? Alors, sur le câble, je crois que le cas est à peu près clair. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle le forensic, c'est la capacité à compiler l'image, radar, les trajectoires des bateaux, etc. Voilà, on a bien avancé là-dessus. Donc oui, l'auteur, donc c'est sorti dans la presse. Hein, il me semble que c'était un bateau bateau chinois, capitaine russe, c'était un truc comme ça. Voilà, donc il avait à peu près tous les badges du mec bizarre. C'était identifié. Aujourd'hui, en fait, le but, c'est d'avoir une présence dissuasive. Et les drones en font partie, de patrouiller le long des câbles et des infrastructures critiques. Vous avez aujourd'hui, par exemple, sur les affaires d'Internet ou d'énergie, dans les pays baltes, c'est important. On n'a pas les mêmes problèmes en France, même si derrière, par exemple, on est relié aux États-Unis par des câbles sous-marins. Mais pour ces pays-là, c'est beaucoup plus critique sur la capacité à faire fonctionner leur économie. La deuxième question, c'était... Attendez, on va prendre le micro. Y a-t-il eu d'autres tentatives ou pas? Pas que je sache. On surveille beaucoup. Aujourd'hui, il y a un focus assez important sur la flotte fantôme. Et puis, quid des drones sous-marins? Drones sous-marins. Alors, on en avait là. Donc, on avait, d'ailleurs, c'est une boîte française qui a mis en œuvre des drones et c'est tout à fait performant. Et donc, c'est quelque chose aussi qui est en train d'énormément évoluer. Si vous voulez, les gliders sous-marins, en fait, sont des systèmes qui marchent. Donc, c'est un peu comme une bombe planante. Donc, elle descend par la gravité. Et ensuite, elle change sa flottabilité avec une petite capsule et elle remonte avec la poussée d'Archimède. Donc, elle peut aller très loin, très peu d'énergie. Quand elle a repéré quelque chose, elle sort son antenne GPS et son antenne satellite et elle dit « je suis là et je vais vous donner quelques informations ». Et donc, aujourd'hui, avec des coûts très, très modérés, on peut commencer à quadriller des zones sous-marines. Donc là, on en avait. Et le but, c'était de croiser, de voir quelle était l'activité sous-marine et de suivre les infrastructures critiques. Oui, amiral, s'il vous plaît, encore une petite question, parce que vous avez mentionné, dans la présentation derrière vous, on a montré beaucoup de drones, de projets. Est-ce que l'idée, c'est qu'il y aura tout un pléthore de drones, ou est-ce qu'on va se standardiser sur quelques modèles, ou est-ce que ça dépend des pays? Merci. Alors, comme disent les Américains, the magic dans la Task Force X, c'est qu'on n'est pas rentré par les spécifications. Et ça, c'est une révolution conceptuelle. C'est-à-dire qu'au lieu de demander un besoin militaire et de dire comment est-ce qu'on le remplit, on a dit, on prend ce qu'il y a sur l'étagère, on teste, et ensuite, on verra. Si vous voulez, je vais prendre un exemple pour être très clair. Si vous achetez 3 montres connectées, que vous en donnez une à votre fille, une à votre femme et une à votre belle-mère, elles ne vont pas l'utiliser de la même façon. C'est le même objet. Et bien, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, en fonction des pays, de problèmes de côte, de Coast Guard, etc., ils n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes compréhensions. Et ensuite, c'est en utilisant l'objet que vous allez comprendre ce que vous pouvez en faire. Donc, ce qu'on a offert à l'OTAN, c'est à l'échelle, donc une échelle de 70 moyens, la capacité pendant un mois de se faire une idée de à quoi ça sert. Et c'est ça le nouveau. C'est-à-dire qu'on rentre par un produit et on ne rentre pas par une spécification. Et la spécification, ça sera l'emploi, en fait. Ce qu'on a fait, et ça aussi c'est un grand succès de Task Force X, c'est qu'on a montré que le STANAG était le bon, et que grâce à ça, le parti opérationnel, Marcom, Shape, pouvait avoir une picture, c'est ça qui les intéresse, de manière simple. Après, qu'elle arrive par radio, par Starlink, par Eutelsat, etc., ce n'était pas notre problème.
Merci beaucoup, Amiral. Je crois que ce sera la dernière question parce que... Tout ce qu'on a vu dans la présentation a été testé par Task Force X. Oui. Merci. Merci beaucoup, Amiral, et merci pour ce temps consacré à ces explications très riches. Nous allons passer maintenant au point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées. Merci Madame la Directrice. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer ce point presse avec le flanc oriental de l'Alliance, puisque les armées françaises veillent aux côtés de leurs alliés à la sécurité des territoires de l'Alliance sur cette partie-là. En Estonie d'abord, après une phase de relève opérationnelle, le sous-groupement tactique interarmes poursuit son intégration au sein du bataillon multinational de l'OTAN sous commandement britannique. Toujours dans les pays baltes, un A330 MRTT de l'armée de l'air et de l'espace a réalisé des ravitaillements en vol de F-16 roumains, de F-16 polonais et de Gripen suédois dans le cadre des missions air shielding de l'OTAN. Ces exercices réguliers contribuent à la surveillance du ciel de l'Alliance et les missions air shielding témoignent également d'un engagement concret pour garantir la sécurité des frontières de l'Europe. En Roumanie maintenant, le bataillon multinational de l'OTAN sous commandement français a réalisé cette semaine une série d'exercices de préparation opérationnelle visant à approfondir la cohésion et la connaissance mutuelle du bataillon. Plus particulièrement, les entraînements Eagle Wings et Eagle Fury ont favorisé un échange de savoir-faire et de compétences dans le domaine du tir d'infanterie au combat. On passe maintenant au soutien militaire à l'Ukraine. Depuis le début de son engagement en soutien à la mission d'assistance militaire de l'Union européenne EUMAM Ukraine, la France renforce les capacités des forces armées ukrainiennes. Ainsi, en Pologne, les formations se poursuivent. Répondant aux besoins exprimés par le partenaire, elles permettent de parfaire des compétences identifiées comme essentielles aux forces armées ukrainiennes, telles que le tir à longue distance et l'évacuation de blessés. La France poursuit ainsi son engagement résolu aux forces armées ukrainiennes en offrant des formations sur mesure qui accroissent leurs capacités opérationnelles. Dans l'Atlantique Nord, cette semaine a pris fin, dans la zone de la mer Baltique, l'exercice Baltops 25. Il incluait des entraînements dans divers domaines, tels que la défense aérienne, le combat de surface, les opérations amphibies et sous-marines et la guerre des mines. Cette 54e édition de Baltops, en 2025, a réuni 16 nations membres de l'OTAN avec plus de 9000 militaires alliés, ainsi que 40 navires, 25 aéronefs. Les armées françaises ont déployé à cette occasion le chasseur de mines tripartite L'Aigle, le bâtiment base des plongeurs des mineurs Vulcain, un détachement de groupement de plongeurs des mineurs, ainsi qu'un Atlantique 2. La participation de ces moyens de détection aéromaritime au profit de la sécurité collective illustre la cohésion et la détermination de l'Alliance. On passe à la Norvège, où cette semaine a été marquée par une intense séquence de coopération stratégique. Tout d'abord, le groupe de la mission Jeanne d'Arc, constitué du porte-hélicoptère amphibie Mistral et de la frégate de type Lafayette Surcouf, ainsi que d'un groupement tactique embarqué, s'est entraîné pendant près de 5 jours à des manœuvres amphibies et des tirs conjoints dans l'environnement exigeant qu'est l'Arctique. Plus particulièrement à terre, les forces armées norvégiennes et françaises se sont entraînées à l'appui-feu par des tirs provenant des hélicoptères de combat embarqués à bord du PHA, ainsi que des mortiers du groupement tactique embarqué. Ces entraînements nécessitent un haut niveau d'expertise et de coordination, et ils entretiennent une connaissance mutuelle forte. Plus au sud maintenant, après une patrouille en Atlantique Nord, une frégate a fait escale à Oslo. Elle a accueilli à son bord le président de la République qui a rappelé les liens de confiance qui unissent les deux pays et qui s'incarnent dans la signature d'un partenariat de défense stratégique. Au moment où le Grand Nord redevient un théâtre de contestation entre puissances, la Norvège y joue un rôle tout particulier. Les armées françaises, par leur déploiement permanent, contribuent à la stabilité de cette région. Un petit peu plus au sud, en Méditerranée maintenant, l'exercice maritime conjoint Sea Border 25 s'est achevé le 20 juin. Cette 14e édition de l'exercice, co-organisée par le Maroc et la France, s'inscrit dans le cadre de l'initiative 5+5 Défense. Cette dernière semaine a permis d'entraîner les forces armées des pays membres de l'initiative à réaliser des opérations de surveillance et de sécurité maritime. Sea Border 25 est une démonstration
de la solidarité et de la coopération internationale en matière de sécurité maritime. En développant leur interopérabilité, les nations participantes ont renforcé leur capacité à faire face aux défis communs et à garantir la sécurité des eaux méditerranéennes. En mer Noire maintenant, dans les eaux territoriales roumaines, des officiers de liaison français, spécialistes de la guerre des mines, ont été déployés. L'un au sein du task group MCM Black Sea à bord du navire bulgare Dimitri Dobrev et l'autre dans le cadre de l'exercice Eurasian Partnership Mine Countermeasure Dive. Cet exercice de guerre des mines mené aux côtés des marines américaines, bulgares, canadiennes, françaises, géorgiennes, grecques et turques a pour objectif d'entretenir l'interopérabilité dans le domaine clé du combat naval permettant de lutter contre les menaces sous-marines. On passe maintenant à la zone du Proche et du Moyen-Orient, où les armées françaises s'appuient sur un dispositif militaire réactif et modulable pour répondre au contexte extrêmement volatile et instable de cette région. Alors, plus proche de nous, dimanche, à la demande du président de la République, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a mis en place un appel au départ volontaire des ressortissants français d'Israël. À ce titre, les armées françaises fournissent un A400M de l'armée de l'air et de l'espace pour permettre leur sortie de la zone sous tension depuis Israël vers Chypre. D'autre part, concernant nos forces déployées, afin de rester en capacité d'agir face à cette instabilité, nous avons adapté notre posture pour assurer la protection de nos personnels et des emprises militaires de la région. La base aérienne projetée au Levant et la base aux Émirats arabes unis ont été renforcées par des vecteurs aériens, tandis que les Rafales ont été armées en configuration air-air. Les forces mobilisées ont activement participé à la défense des emprises de la coalition, au sein desquelles nos forces sont stationnées, en éliminant les vecteurs pouvant représenter une menace contre celle-ci. Par ailleurs, l'ensemble de nos activités opérationnelles se sont poursuivies. En Méditerranée orientale, les armées françaises déploient une frégate et un avion de patrouille maritime Atlantique 2 afin de contribuer à l'appréciation autonome de situation. Au Liban, la Force Commander Reserve, la FCR de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, a mené l'opération Kemel 1. Cette opération, conduite en étroite coordination avec les forces armées libanaises, a permis d'identifier et de reconnaître des positions de combat abandonnées. Des munitions non explosées, vestiges des récents affrontements, ont été découvertes et détruites grâce à une coordination étroite avec les éléments du génie des forces armées libanaises. L'opération Kemel 1 s'inscrit pleinement dans la mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies en faveur de la protection des civils et d'une stabilité durable au sud Liban. En Irak, les rafales de la base aérienne projetée au Levant ont continué d'assurer la permanence aérienne de la coalition au-dessus de la zone. Et plus au sud, dans la Corne de l'Afrique, la France s'engage aux côtés de Djibouti dans le cadre du traité de défense bilatérale qui lie les deux pays. Les Mirage 2000-5 des FFDJ ont ainsi effectué des vols d'entraînement destinés à maintenir en conditions opérationnelles les équipages dans le domaine de la défense aérienne au profit de l'espace aérien djiboutien. Le 18 juin, une section du bataillon commando parachutiste, le BATCOPA, des forces armées djiboutiennes a effectué une séquence d'entraînement au parachutisme depuis un avion de type CN-235 CASA des forces françaises de Djibouti. Ces actions répondent à la demande du partenaire et permettent de renforcer l'interopérabilité entre les militaires français et djiboutiens. Les FFDJ contribuent à renforcer la capacité opérationnelle des forces armées djiboutiennes ainsi que la protection de leur territoire. Dans le golfe de Guinée, le patrouilleur de haute mer commandant Bouhan de la Marine nationale est toujours déployé dans le cadre de l'opération Corimbe de lutte contre la piraterie et contre les trafics illicites. Cette mission s'inscrit dans le partenariat stratégique entre les armées françaises et leurs partenaires du golfe de Guinée et elle vient renforcer les capacités des partenaires régionaux en matière de sécurité maritime et de lutte contre la piraterie. Au Mozambique maintenant, les formations au profit des forces armées du Mozambique se poursuivent dans le cadre de la mission d'assistance militaire de l'Union européenne, EUMAM Mozambique. Ces formations dispensées par un détachement d'instruction opérationnelle des forces armées en zone sud de l'océan Indien portent sur la logistique et le combat d'infanterie. Répondant aux besoins exprimés par le partenaire, cette séquence de coopération permet de consolider les capacités opérationnelles des forces armées du Mozambique. On passe à la zone Indo-Pacifique maintenant,
À Mayotte, le bataillon de reconstruction poursuit ses actions au profit des Mahorais. Cette semaine, le bataillon a participé à la reconstruction des réserves d'eau stratégiques de Mayotte. En parallèle, les militaires du régiment du service militaire adapté poursuivent leur contribution à la lutte contre l'épidémie de chikungunya. En Océanie, du 20 au 26 juin, un détachement mixte des forces armées en Nouvelle-Calédonie, les FANC, a été invité par les forces armées australiennes à participer à l'opération internationale de dépollution de munitions non explosées datant de la Seconde Guerre mondiale, Render Safe 2025, en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le détachement français, composé de spécialistes dans la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des explosifs, ce qu'on appelle NEDEX, ainsi qu'un infirmier de la direction interarmée du service de santé en Nouvelle-Calédonie, a permis la neutralisation de plusieurs dizaines d'explosifs. Cette opération contribue à renforcer la coopération avec le partenaire australien. En Polynésie française, maintenant, le patrouilleur outre-mer Terierou à Terierou-Iterai a débuté le nouveau volet de la mission de surveillance maritime Aquarius 25. Ces déploiements réguliers de la Marine nationale permettent la surveillance des zones économiques exclusives françaises, la préservation des ressources maritimes et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. On passe à la zone Antilles-Guyane. Tout d'abord aux Antilles, un bâtiment de la Marine nationale a procédé à l'interception d'un voilier en océan Atlantique le 6 juin. La visite du navire a permis la saisie de 24 ballots de résine de cannabis pour un poids total de 940 kg. Les forces armées aux Antilles conduisent des opérations de lutte contre le trafic international de stupéfiants en haute mer tout au long de l'année, contribuant ainsi à la stabilité régionale et à la protection des populations. Et en 2025, ce sont plus de 14 tonnes de produits stupéfiants qui ont déjà été saisis par les forces armées aux Antilles. En Guyane maintenant, les patrouilles conjointes entre les forces armées en Guyane, les FAG, et les forces de sécurité intérieure se poursuivent dans différentes zones du territoire. Parallèlement, les FAG ont conduit 2 opérations de destruction de sites illégaux dans l'est de la Guyane. Enfin, pendant 2 semaines, les commandos de recherche et d'action en jungle, donc les CRAJ des forces armées en Guyane, ont dispensé une formation de combat en milieu équatorial aux forces armées surinamaises sur la base opérationnelle de Saint-Jean-du-Maroni. Ces formations portant sur le tir et la planification de missions visent à renforcer des capacités opérationnelles des forces surinamaises et à consolider le lien militaire, contribuant ainsi à la stabilité aux frontières de ces 2 pays. Ceci conclut mon intervention et je suis prêt à répondre à vos questions. Peux-tu nous préciser le nombre de drones, on va dire, menaçants qui ont été interceptés, détruits? Et d'après les vidéos, est-ce que tu peux nous confirmer qu'il y en a pas mal qui ont été abattus au canon de 30? Alors ils ont été, c'est une dizaine de drones et ils ont été abattus par effectivement de l'armement RR. Il me semble que dans son intervention, bonjour, pardon, Eric Guégal à Radio France. Il me semble que dans son intervention dans l'Assemblée nationale hier, le ministre parlait aussi de dispositifs sol-air qui étaient rentrés en action pour intercepter ces drones. Vous pouvez le confirmer également? Tout à fait, il s'agit d'un système solaire qui a aussi participé à la destruction de ces menaces. Petite question, je confirme, Rudy Rutenberg, Defense News. Pour l'exercice dans la mer Noire, est-ce qu'il y a des mines actives qui ont été désactivées? Merci. Alors, il s'agit d'un exercice. J'ai pas à ma connaissance, il n'y a pas de mines actives qui ont été explosées à ce moment-là. Je peux permettre, Madame la déléguée, pour répondre à vos questions. Donc, les 14 et 15, selon le planning Armée de l'air et l'espace, pour les MRTT, ça sera en 26 et en 28. Et ta question, Pierre, concernant donc, le parrain, ce sera Robert Aubinière, qui était général, aviateur et premier directeur du CNES. Eh bien, nous allons passer au point suivant, dédié à la stratégie sur la très haute altitude et ses premières déclinaisons opérationnelles et capacitaires. Le 17 juin, lors du Salon international de l'aéronautique et l'espace, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a dévoilé la stratégie consacrée à la maîtrise de ce nouveau domaine, aujourd'hui considéré comme un nouvel espace de confrontation stratégique. Cette stratégie s'articule autour du triptyque « Détecter les objets évoluant dans cette zone d'altitude »,« Intercepter, voire neutraliser ces objets s'ils présentent
une menace potentielle et opérer, c'est-à-dire être en mesure d'investir et d'agir dans cette zone en développant des capacités adaptées à cet espace. L'objectif pour le ministère des Armées est de garantir la sécurité et la défense du territoire national, tout en exploitant les avantages technologiques offerts par cette zone d'altitude, soit entre 20 et 100 km au-dessus de la Terre. Moins d'une semaine après son lancement, la stratégie est déjà en action. L'armée de l'air et de l'espace, avec le concours de la Direction générale de l'armement, a réalisé une campagne de tir d'essai réel par avion de chasse sur des ballons cibles en très haute altitude opérés par le Centre national d'études spatiales. Cette opération a permis de tester et de valider les capacités de détection et d'interception des objets en très haute altitude, marquant ainsi une étape cruciale dans la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie. Je laisse maintenant la parole au général de brigade aérienne Alexis Rougier et à l'ingénieur général de l'armement Philippe Coffy qui vous exposeront les détails et les enjeux opérationnels et capacitaires de la mise en œuvre de cette stratégie sur la très haute altitude. Je vous en prie, général, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Alors, aujourd'hui encore, la plupart des aéronefs volent à des altitudes qui montent à une vingtaine de kilomètres. Les avions civils que vous empruntez régulièrement volent à 10-12 kilomètres. Les avions de chasse montent à 15-18 kilomètres, pas beaucoup plus. Mais au gré des développements technologiques, eh bien, nous serons amenés collectivement à voler de plus en plus haut et de plus en plus vite. Et donc à investir cette tranche d'altitude, comprise entre 20 et 100 km, que ce soit pour les civils comme pour les militaires. Aujourd'hui, déjà, on y retrouve deux types d'objets. D'un côté, ce que l'on appelle les HAPS, High Altitude Permanent System, des ballons, des avions solaires, et puis, de l'autre, eh bien, principalement côté militaire, des armements hyper véloces et qui, par leur vitesse, sont susceptibles de se sustenter à ces fortes altitudes. Alors, quel intérêt pour nous tous à voler si haut et si vite potentiellement? Côté civil, eh bien, faire un Paris-Tokyo demain en quelques heures, potentiellement surveiller à l'aide de ballons les feux de forêt, par exemple, pendant plusieurs semaines. Côté militaire, eh bien, on tire 3 gains opérationnels stratégiques de cette altitude et de cette vitesse. La longe, d'abord. Les ballons font le tour de la Terre. Les armes hypervéloces frappent à plusieurs milliers de kilomètres. Vous imaginez l'avantage que cela procure. La permanence, ensuite, pour ce qui est des HAPS, lorsqu'un aéronef classique vole 24 heures, 48 heures, eh bien, les HAPS sont susceptibles de voler plusieurs mois, jusqu'à une année, et survoler des zones d'opération pour faire des missions d'observation, de télécommunication, de renseignement. Et puis, troisième gain opérationnel, la survivabilité. Soit par l'altitude, parce qu'on est au-dessus de la mêlée, soit par la vitesse associée à la manœuvrabilité pour percer les systèmes solaires adverses perfectionnés. 3 éléments de contexte ont accéléré cette prise de conscience. Le premier, 2022, l'Ukraine et l'utilisation par les Russes des armes hypervéloces. Vous en avez entendu parler, Zircon, Kingzhal. Deuxième élément de contexte, l'affaire bien connue des ballons chinois en 2023. Et le troisième, plus récent, 2024, les raids israéliens sur l'Iran en octobre dernier et plus récemment, ayant utilisé ce type d'armes pour percer les systèmes perfectionnés iraniens d'origine russe, les S-300 par exemple. Alors la THA devient un enjeu stratégique, un espace stratégique, comme vous l'avez dit, à la fois par la supériorité opérationnelle que je viens d'évoquer, mais aussi, et c'est très important, parce que la THA porte un enjeu de souveraineté. D'abord parce que le corpus juridique international reste ambigu sur le sujet. En effet, la Convention de Chicago, 1944, qui traite du fait aérien, dit bien que l'espace aérien est souverain au-dessus des États.
mais ne dit jamais où s'arrête l'air. Le traité de l'espace de 1967 dit lui aussi, ou à l'inverse, que l'espace est libre de circulation, mais ne dit jamais quand commence l'espace. Donc vous voyez bien que naturellement, on se retrouve dans une zone grise. Et au-delà de l'ambiguïté juridique internationale sur ce point, est posé l'enjeu de notre capacité à pouvoir monter si haut et si vite pour faire appliquer la souveraineté. Alors, fort de l'ensemble de ces constats, eh bien, le ministère des Armées, le ministre la semaine dernière, comme ça a été dit, eh bien, a voulu publier, exposer une stratégie ministérielle en matière de maîtrise de la très haute altitude. L'objectif, comme son nom l'indique, eh bien, c'est de maîtriser cette tranche à l'avenir dans ses trois composantes, à la fois détecter les objets dans cette tranche-là, et ça n'est pas simple, à la fois être capable de les intercepter, voire les neutraliser s'ils représentent une menace, et puis opérer par la très haute altitude, tirer profit de ces avantages. Voilà, cette feuille de route, cette stratégie est accompagnée d'une feuille de route capacitaire, et l'ingénieur général Kofi va vous l'exposer. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis l'ingénieur général de l'armement Philippe Kofi, donc en charge de la THA à la DGA. Alors, pour concrétiser la vision ambitieuse qui vient d'être décrite par le général Rougier, donc la DGA a défini une feuille de route capacitaire, claire et progressive. Alors, celle-ci prévoit la prise en compte de la dimension THA dans les programmes et systèmes existants, d'une part, et d'autre part, donc le lancement de nouveaux programmes pour développer des capacités pionnières. Alors cette feuille de route repose sur une double temporalité avec l'obtention d'effets immédiats au travers de ce qu'on appelle en anglais des quick wins, tout en préparant l'arrivée de nouvelles capacités à l'horizon 2030. Alors bien sûr, notre action est structurée autour des trois grandes fonctions clés citées par le général Rougier: détecter, intercepter et opérer. Alors, la détection, la capacité de détection est un prérequis indispensable. Alors, les radars GM400 et GM200 MMA de Thales, qui sont bien connus par ailleurs de nos forces, en sont la pierre angulaire. Et donc, ils sont en cours d'adaptation avec l'intégration de filtres optimisés, l'intégration d'intelligence artificielle qui est ici cruciale pour détecter ce type d'objets complexes. Et ils viennent de faire l'objet d'une expérimentation sur laquelle nous reviendrons à la fin. Alors ensuite, ces radars sont complétés par trois systèmes qui sont autant de briques d'alerte avancée face notamment aux missiles balistiques et hypersoniques. Alors on a l'alerteur UHF longue portée de Thales, il y a le radar transhorizon Nostradamus développé par l'ONERA qui fera l'objet d'expérimentation cette année et qui va permettre, lui, de détecter des vecteurs sur plusieurs milliers de kilomètres, bien au-delà de la ligne de l'horizon. Et enfin, troisièmement, la dimension spatiale qui complétera le dispositif à l'horizon 2030 avec notamment la constellation Odin's Eye qui est développée dans le cadre d'un partenariat européen. Alors, détecter c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut être capable d'agir, il faut agir à des vitesses et des altitudes extrêmes. C'est pourquoi nous engageons la montée en puissance coordonnée de nos moyens d'interception. Alors, nous adaptons les avions Rafale, Mirage 2000 et les missiles Mika en optimisant leurs radars et leurs autodirecteurs pour leur permettre de détecter, d'intercepter ce type de cible. Et des essais en vol viennent d'avoir lieu sur lesquels nous reviendrons à la fin. Alors, au sol, bien le système solaire SAMT, développé par Thales et MBDA, lui entre dans une nouvelle phase. Alors, un premier tir réussi a été effectué
en 2024 de la capacité dite B1NT, et nous sommes en train d'évaluer par simulation la capacité de ce missile à intercepter des cibles hautes et rapides, comme les ballons ou les missiles hypersoniques. Parallèlement, on investit dans les lasers de surface, avec le développement d'un démonstrateur de 50 kW, le sidéral, qui sera capable à l'horizon 2030 de neutraliser les optiques embarquées à bord des satellites et des ballons. Enfin, un hackathon. Alors un hackathon, c'est une espèce de concours d'innovation intensif, sera mené par l'Agence d'innovation de défense en 2026 pour explorer l'univers des possibles en termes d'interception. Et dans cet univers, il pourrait y avoir le développement de mini-missiles solaires pour interception réactive. Enfin, il faut qu'on soit capable d'opérer pour tirer parti donc, des atouts de la THA. Alors, côté des apps, qui sont nos plateformes souveraines de longue durée, plusieurs projets sont en cours. Alors, tout d'abord, le Stratobus, développé par Thales Alenia Space. Donc, c'est un dirigeable autonome, semi-rigide, prévu pour 2030 et qui est vraiment pensé pour la connectivité et la surveillance. Ensuite, on a le Ballman, développé par la société Emeria, épaulé par le CNES, et qui fera l'objet d'expérimentations en Guyane d'ici la fin de l'année, avec une caméra embarquée haute performance d'Airbus. Enfin, on a le drone stratosphérique Zephyr, un drone ultra-endurant, donc développé par Alto, la filiale d'Airbus, et qui fera, lui, l'objet d'essais en vol d'ici la fin de l'été. Alors, côté hypervélocité, nous développons donc des vecteurs manœuvrants, supersoniques, et à portée stratégique, qui va donner la capacité à nos forces, une nouvelle capacité de frappe précise et rapide dans la profondeur. Alors ce plan ne serait rien sans la mobilisation exceptionnelle de l'ensemble des acteurs. Alors les acteurs étatiques, les agences étatiques comme le CNES, les grands noms de la BITD que j'ai déjà cités, mais également des acteurs du domaine civil et notamment les startups comme la start-up ANSE qui expérimente le largage de petits ballons depuis des avions de transport. Enfin, bien, la France ne veut pas y aller seule. On considère que la THA est définitivement un levier de coopération stratégique. On veut fédérer nos alliés, notamment nos alliés européens, autour d'une vision commune de la souveraineté aérienne étendue. Et donc, à ce titre, il y a un certain nombre d'initiatives européennes qui sont en cours. J'ai déjà mentionné Odin's Eye, mais j'aurais pu citer également ELSA, IDIS ou Twister. Alors, comme vous avez pu le voir, une stratégie, d'une part, qui porte la vision des armées dans le domaine de la très haute altitude et apporte un cadre à l'action de nos armées. Une feuille de route qui, cette fois-ci, trace notre ambition à court terme et jusqu'à l'horizon 2030. Et enfin, des démonstrations opérationnelles, des quick wins, qui, dès 2025, marquent notre détermination à maîtriser cette tranche d'altitude. Parmi ces démonstrations, il y en a une un peu emblématique des piliers détectés, mais surtout interceptés, et qui a été évoquée à plusieurs reprises. C'est les tirs qui ont eu lieu en début de semaine, lundi, à partir de Rafale et de Mirage 2000, en très haute altitude, sur des cibles du CNES, des ballons cibles du CNES. On a testé différentes altitudes avec le concours de la DGA et ses missiles et ses envols, le centre d'expérience aérienne militaire, l'état-major de l'armée de l'air. Ensemble, de manière collective, eh bien, nous avons depuis un certain nombre de mois effectué ces travaux qui se sont concrétisés lundi et qui marquent notre détermination à intercepter et neutraliser les potentielles menaces qui seraient en très haute altitude. Nous allons maintenant vous présenter une vidéo qui est très récente, qui sont des images prises dès lundi et qui vont vous montrer un peu l'ensemble de la séquence
de la préparation des vols jusqu'au décollage et jusqu'au tir lui-même. Voilà le montage des missiles, typiquement, c'était lundi dernier. Le briefing, les pilotes qui sont intervenus. Le départ et la montée jusqu'à la très haute altitude. Le départ missile. Et l'interception des ballons. Merci de votre attention. Donc, comme vous pouvez vous en douter, donc de nombreux défis techniques ont dû être relevés, notamment la capacité à détecter, accrocher ce type de cible lente, être capable d'emmener les avions à la limite de leur domaine de vol. Mais au-delà de la performance technique, il faut souligner qu'une ingénierie d'essai hors norme a dû être mobilisée, notamment pour être capable de définir un couloir de tir aux dimensions inédites. Et donc, je pense qu'on peut saluer cet engagement collectif qui a rendu ces essais possibles, avec notamment la participation donc, de la Marine nationale, de l'Armée de l'air, et puis de l'ensemble des centres de la DGA qui ont été impliqués. Merci. Bonjour monsieur, Mathieu Arbéchaud, AFP. À propos de la campagne de tir, si je ne me trompe pas, le plafond opérationnel du Rafale, c'est à peu près 15 km, un peu plus pour le Mirage 2000. Les cibles ont été interceptées au-delà de 20 km, d'après ce qui a été communiqué hier par le DGA. Est-ce que les avions sont allés au-delà de leur plafond opérationnel ou comment est-ce que ça s'est passé? Alors, dans tous les domaines, nous avons tenté de repousser les limites que vous évoquez. Repousser les limites parce que les impératifs opérationnels nous le demandent. On a travaillé dans tous les domaines, que ce soit l'interception, avec un certain nombre de limites que nous avons repoussées, de détection, pardon, les filtrages des radars, par exemple. Pour ce qui est des missiles et de la détection des missiles, nous avons également effectué un certain nombre d'adaptations. Et pour ce qui est des avions de chasse, et que vous évoquiez, eh bien, là aussi, nous avons repoussé les limites. Oui, bonjour, Rudy Ruitenberg pour Defense News. Une question de budget, simplement. Parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de budget consacré dans le LPM à la très haute altitude. Donc, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y aura besoin d'un budget dédié? Et c'est combien d'argent dont est-ce que vous avez besoin pour réaliser ce que vous avez besoin? Et une question sur cette zone grise que vous avez mentionnée, général de brigade Rogier, c'est bien évidemment que vous avez bien décrit que ça laisse une zone grise, la régulation internationale. Est-ce qu'on travaille dessus pour définir un peu mieux ces limites pour l'aérospace souverain et l'espace libre? Est-ce que les autres pays, de facto, considèrent que leur espace aérien souverain étant au-delà de 20 km, par exemple? Merci. Alors, vous m'entendez, c'est bon? Donc, merci pour votre question. Concernant l'effort budgétaire, nous sommes dans une logique qui est progressive et structurée. Alors, j'ai parlé des quick wins tout à l'heure. Et là, on parle d'un effort d'une dizaine de millions d'euros. Donc, si vous voulez quelques détails, il y a 5 millions d'euros qui sont consacrés au ballon Ballman, 2 millions d'euros sur le Zephyr, je crois, et 2 millions d'euros également sur l'expérimentation du radar transhorizon Nostradamus. Ensuite,
bien en A2PM, donc l'actualisation annuelle de la programmation militaire, nous prévoyons là un effort de plusieurs dizaines de millions d'euros, notamment alloués à l'alerteur UHF ou au dirigeable Stratobus. Mais alors, au-delà de ces lignes identifiables, ce qu'il faut bien comprendre, ce que j'ai essayé de faire comprendre au début, c'est que finalement la THA allait irriguer, allait intégrer un certain nombre de nos grands programmes. Alors, de manière assez évidente, par exemple le programme SAMT, NG, mais un autre programme emblématique qui est le SCAF, le système de combat aérien futur, où là, la THA va directement impacter donc, les spécifications et les choix capacitaires. Et donc, finalement, pour évaluer l'effort budgétaire relatif à la THA, il faudrait être capable, finalement, d'agréger une part de chacun de ces grands programmes. Donc là, on peut comprendre que c'est un exercice financier un peu délicat, donc je ne peux pas vous fournir de chiffres global. Bon, néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est vraiment dans une logique de complémentarité, d'architecture de système, et donc la THA n'est pas une ligne budgétaire isolée. Concernant la zone grise, votre question est tout à fait légitime. La très haute altitude, il nous fallait une limite. On a choisi 20 km parce qu'en dessous, l'espace aérien est contrôlé aujourd'hui. Et d'ailleurs, demain, et il y a un débat en ce moment en Europe et dans le monde sur la capacité à contrôler au-dessus des 20 km, puisqu'il y aura de plus en plus de monde qui circulera dans cette zone. Donc 20 km était, et puis en plus un chiffre rond, donc facile à comprendre. Mais effectivement, le chiffre de 100 km interpelle. Vu du point de vue de la très haute altitude, il nous fallait une limite à notre réflexion, et donc on a fixé cette limite qui est un peu particulière, qui est la limite de Kármán, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est ce scientifique qui a pris un avion idéal et qui l'a fait monter en altitude, tout doucement, il est idéal. Il accélère au fur et à mesure qu'il monte pour ne pas tomber, pour ne pas décrocher, comme on dit dans le milieu. Et en ayant atteint une altitude de 86 km à peu près en atmosphère standard, cet aéronef atteint la vitesse de 28 000 km/h. Et 28 000 km/h, c'est la première vitesse d'orbitation. Et donc, on ne sait plus très bien si cet objet s'appuie sur l'air ou bien orbite, ou n'arrête pas de tomber. Et ça nous paraissait une bonne limite. Pour autant, et je vais venir à votre question, pour autant, cette frontière n'est pas une frontière entre le milieu aérien et le milieu spatial. Pourquoi ? Parce que physiquement, l'air se raréfie de manière continue, du sol jusqu'à, on pourrait dire, 1000 km d'altitude. À 1000 km d'altitude, un satellite qui orbite met 100 ans à retomber par le frottement de l'air. On peut considérer que ça devient négligeable. Et il y a des satellites qui orbitent bien en dessous de 1000 km, 300 km, 400 km, et même en dessous. Et plus on va avancer, plus les satellites vont descendre. On parle de very low orbit, d'extremely low orbit. Et plus nous allons avancer, plus les aéronefs vont voler de plus en plus haut, voire de temps en temps passer d'un milieu à l'autre. Et c'est l'objet des navettes dont vous avez entendu parler, qu'elles soient chinoises, américaines ou plus récemment françaises, avec les annonces récentes. Alors on aurait pu, comme vous l'avez suggéré, imaginer fixer une limite en disant, pour que ce soit plus simple, disons qu'en dessous de 100 km, on est souverain, et au-dessus, c'est libre. C'était un choix. 3 pays dans le monde ont fait ce choix. Faire ce choix-là, c'était aller dans le sens de 3 pays versus plus d'une centaine. Ça ne nous paraissait pas pertinent. Et deuxièmement, ça nous paraissait peu pertinent parce qu'on sortait de l'ambiguïté constructive associée à cette frontière. Je vais vous donner un exemple. Si on fixe une limite à 100 km, on pousse un compétiteur à survoler légèrement au-dessus de 100 km, considérant qu'ils sont libres. Et donc on a préféré maintenir cette ambiguïté constructive, un peu à l'image des intérêts vitaux dans un autre domaine, pour pouvoir se réserver la possibilité d'intercepter au plus haut. J'ai répondu à votre question. Merci. Nous avons 2 questions en audio, je crois. Bonjour, Thierry Dubois pour Aviation Week. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Merci beaucoup, merci pour la possibilité de poser la question en audio. J'aurais une question, s'il vous plaît, sur la campagne d'essai.
J'aimerais savoir combien de cibles ont été détruites. Et j'aimerais savoir aussi, si j'ai bien entendu l'altitude approximative de ces cibles, c'était une vingtaine de kilomètres. Est-ce que ça suffit ou est-ce que ça suffit d'avoir la capacité d'intercepter des ballons à une vingtaine de kilomètres, ou est-ce qu'il faut se préparer à une capacité à aller plus haut pour le cas où des ballons volent plus haut? Merci. Merci pour votre question. Il y avait 2 cibles à différentes altitudes. Sans vous donner les chiffres exacts, bien sûr, vous me comprendrez bien, elles étaient très au-dessus des 20 km d'altitude. Pour autant, nous allons continuer à travailler à pouvoir réaliser des interceptions au-delà. C'était possible, mais ça générait des contraintes, en particulier dans les zones maritimes du golfe de Gascogne qui ont été évoquées à l'instant. Et donc, nous avons préféré rester en dessous. Il va nous falloir monter plus haut à l'avenir, bien sûr. Et pour aller au bout de votre question, pour adresser les menaces émergentes qui montent de plus en plus haut. Oui, bonjour, Daniel Chrétien pour Futura Science. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Merci de me donner cette occasion de poser aussi les questions en audio. C'est à propos de la stratégie THA. Vous avez mentionné dans la partie détection, vous avez mentionné la surveillance à partir d'infrastructures spatiales comme Odin's Eye. Est-ce que vous avez déjà fait des essais de détection avec la composante spatiale optique ou avec CRS? Est-ce que vous avez déjà des retours d'expérience? Est-ce que c'est prévu de faire des tests avec les CSO et CRS dans des tests de détection de apps en particulier? Merci. Alors, le sujet est ouvert. Pour ce qui est d'Odin's Eye, le gros sujet, c'est ce qu'on appelle l'alerte avancée. C'est une des briques d'alerte avancée. Nostradamus, qui est dont la démonstration est un des Quick Wins 2025, étant une autre brique d'alerte avancée. Nostradamus est un radar transhorizon et comme son nom l'indique, il voit à plusieurs milliers de kilomètres au-delà de l'horizon. Les satellites eux-mêmes voient à partir de l'espace, donc eux aussi au-delà de l'horizon. Et puis il y a une troisième brique d'alerte avancée qui ont été évoquées également, que sont les radars longue portée de trajectographie UHF. Voilà. Ce sont des briques d'alerte avancée. La détection à partir de l'espace va dans d'autres domaines, et en particulier celui que vous évoquez, qui est la détection des ballons. Lorsque le ballon chinois, en 2023, traverse l'ensemble du Pacifique, l'intégralité de l'Alaska, le Canada, puis les États-Unis avant d'être abattu par un F-22 américain, en réalité, a posteriori, une entreprise américaine qui photographie une grande partie du globe toutes les 24 heures, a ressorti ses archives et a pu observer, en réalité, un cercle grisâtre qui traversait le Pacifique. Si vous ajoutez à ça un peu d'intelligence artificielle pour trouver l'aiguille dans la meule de foin, le petit cercle grisâtre au milieu de la grande photo de plusieurs centaines de kilomètres, vous imaginez ce que ça peut obtenir. Donc ça répond à votre question. Oui, nous allons travailler à l'avenir sur ce type de technologie. Oui, vous avez déjà un peu répondu à ma question. Justement, c'était avez-vous pu obtenir, ou tout au moins, vous êtes-vous appuyé sur les rétex de cette fameuse interception et destruction d'un ballon chinois par le F-22 de l'US Air Force? Et puis l'autre question, c'est un Mica mais amélioré ou c'est un Mica, j'allais dire, de base qu'on voit tiré par l'appareil français? Pour votre première question, j'ai rencontré des pilotes de F-22 américains et qui ont bien voulu partager un certain nombre d'éléments, bien évidemment, sans rentrer trop dans le détail, et qui ont été utiles à nos tests de lundi dernier. Pour ce qui est du missile, ce sont des légères adaptations qui permettent d'optimiser nos travaux dans le domaine. Oui, bonjour, merci pour l'opportunité. Rudy Rutenberg pour Defense News à nouveau. Vous avez mentionné le Vortex, donc je saute dessus. Quel rôle pour le Vortex ou un avion orbital ou spatial dans la stratégie de très haute altitude? Et il y a aussi une mention de hypersonique. Il y a plusieurs projets. Est-ce que la France est toujours un peu derrière certains autres pays dans l'hypersonique, ou est-ce qu'on commence à rattraper les délais? Est-ce que vous pouvez commenter un peu où sont les projets hypersoniques? Merci.
Alors, commençons par Vortex. Sur Vortex, comme vous le savez, donc, la semaine dernière, le ministre des Armées donc, a officialisé le lancement du démonstrateur. Donc, on a un démonstrateur qui, normalement, va voler d'ici fin 2027, début 2028, en parallèle, donc, avec la DGA, le commandement de l'espace, l'armée de l'air. On va identifier donc, les missions qui pourraient être allouées à cet avion, donc des missions militaires, et avec le CNES, on va identifier les missions civiles. Alors, on pourrait être capable de faire des actions vers l'espace, ou amener du fret ou du cargo vers l'espace, des actions vers la Terre depuis l'orbite, en tirant parti de la grande manœuvrabilité de l'avion en phase de rentrée. Et donc, ces actions vers la Terre peuvent être des missions de reconnaissance, voire éventuellement des missions de frappe. Donc, tout ça va être exploré dans les prochains mois ou années avant de lancer effectivement une feuille de route opérationnelle. Mais on est vraiment dans une phase très préliminaire de définition des besoins. Merci beaucoup. Oui, alors sur l'hypersonique. On a un certain nombre de projets en cours, notamment avec l'ONERA, qui travaille sur le sujet depuis un certain nombre d'années. Je n'ai plus le nom, je crois que c'est Espadon, il s'appelle. Et donc, on considère qu'on reste aujourd'hui à la pointe. Alors, bon, je ne saurais pas exactement classer exactement le rang de la France dans la compétition mondiale, mais on a une BITD robuste sur le sujet. Et ce que je pourrais rajouter sur l'hypervélocité, c'est que la France, en tant que nation spatiale et nation dotée également dans la dissuasion, a une véritable expérience. Je pense en particulier au CNES, à l'ONERA et au sein de l'industrie dans le domaine. Bonjour, Aude Leroy, indépendante. Est-ce que, à l'image de ce que fait l'OTAN avec son agilité, ce que nous a expliqué l'amiral Vendier, vous allez vous tourner aussi vers des sociétés comme, je crois que c'est Space Cargo Unlimited, qui est une boîte 100% française et privée, qui va commencer, si j'ai bien compris, à la fin de l'année des vols, malheureusement avec SpaceX, qui peut être un petit frère en fait de Vortex, qui pour l'instant n'existe pas vraiment. Est-ce que vous allez vous tourner aussi vers des boîtes de civils, ou est-ce que c'est complètement hors de la doctrine des armées françaises ? Je peux commencer à répondre et puis tu poursuivras. Merci pour votre question. Elle est très importante et je crois que l'ingénieur général Kofi l'a évoqué à un moment donné sur la question des partenariats. Vous lirez la stratégie si ce n'est pas déjà le cas. La stratégie a un certain nombre d'enjeux et parmi ceux-là, les partenariats, à la fois avec nos alliés, que ce soit de l'OTAN, que ce soit de l'Union européenne, que ce soit en bilatéral, nos alliés, mais aussi les industriels, un peu à l'image du spatial. Et à ce titre-là, eh bien, la dualité est un élément clé de la stratégie. Il est clair que, étant donné la complexité que l'on retrouve dans l'espace d'ailleurs, et que l'on retrouve dans la très haute altitude, l'ONERA a l'habitude de dire la très haute altitude, c'est le domaine des extrêmes. Des extrêmes en vitesse, lente, rapide, des extrêmes en altitude, on l'a évoqué, mais aussi les extrêmes en température, ultra chaude, ultra froide, les extrêmes en termes de bombardement ionosphérique venu de l'espace, un peu à l'image du spatial. C'est un espace de conflictualité d'une grande complexité. Pour pouvoir répondre aux enjeux évoqués, il faudra le faire ensemble. Et ensemble, ça veut dire avec la base industrielle et technologique de défense, les grands acteurs, mais aussi les petits acteurs que vous évoquiez. Il y en a un qui a été évoqué, il y en a plusieurs. ANSE, par exemple, une entreprise française qui fait du ballon et qui va tester cette capacité à larguer des ballons par avion de transport tactique. Et on a d'autres idées. On rencontre l'intégralité de la filière et toutes les idées sont bonnes à prendre dans un esprit de dualité pour pouvoir tirer profit de ce qui se fait en termes d'altitude ou de vitesse dans le civil
comme dans le militaire, au profit de l'un comme au profit de l'autre. Oui, donc aujourd'hui, si on veut intégrer l'innovation au sein de nos grands programmes d'armement, comme la THA, le SCAF, etc., il faut évidemment tirer parti de toute l'inventivité, la créativité qui se trouve dans le domaine civil. Et on s'attache vraiment à créer des passerelles entre nos grands industriels et ce qu'on appelle l'écosystème innovant constitué de start-up, de laboratoires et de PME. Donc, concernant Vortex, que j'ai évoqué, là, une des idées qu'on a avec le démonstrateur ou les premiers prototypes, c'est d'en faire également des bancs d'essais de technologie. Et donc, ce projet va nécessairement fédérer un ensemble d'acteurs, des startups. Et d'ailleurs, à ce titre, la veille de la signature de la lettre de soutien par Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation, et le ministre des Armées, il y avait eu la signature d'une lettre d'intention entre l'ESA et Dassault Aviation concernant justement cette innovation et la façon de la driver et de l'intégrer dans le projet. Juste que je comprenne bien le calendrier, ça a déjà commencé en fait, cette approche, votre approche de ces startups et notamment de cette boîte française. Enfin, est-ce que vous l'avez contactée, celle-ci, par exemple? Alors, cette entreprise-là, non, et d'ailleurs, elle ne m'a pas contacté. En revanche, je l'encourage vivement à prendre contact avec nous, et encore une fois, dans une synergie civile-militaire au titre de la dualité, eh bien, on verra le champ des possibles. Merci beaucoup pour ce temps d'échange. Nous vous donnons rendez-vous donc la semaine prochaine pour le point presse qui sera prévu ici même à 11h jeudi prochain. Très bonne fin de semaine à toutes et à tous.